quand vous commencez à voir ce qu'on va appeler l'état vibratoire, qu'on est en train d'étudier au niveau neuroscientifique dans mon laboratoire, ça déstabilise, c'est une perception du réel complètement étendue, et donc il y a des gens qui s'arrêtent là, quand l'esprit et le corps vibrent, et d'autres vont plus loin, et parfois du coup ils sortent de leur corps, et puis la perception, la perspective que ça donne, elle est complètement fascinante, mais effrayante, et ils reviennent tout de suite, ils vont pas plus loin. Et ceux qui arrivent à apprivoiser la chose semblent en tirer un grand bénéfice. Le cas qui est présenté, c'est justement quelqu'un qui va franchir toutes ces étapes volontairement, les unes après les autres, et on n'est vraiment pas dans un truc pathologique, même s'il remonte des questions personnelles, le rapport au père, les complications familiales, mais qui sont travaillées comme si euh, l'espace dans lequel la personne se promenait avec son esprit était un espace où elle pouvait mieux se confronter aux difficultés qu'elle a pu avoir, et donc elle tire des richesses, une ressource incroyable de ces sortir du corps. Renaud, vous êtes psychologue clinicien et enseignant-chercheur habilité à diriger des recherches en psychologie à l'Université de Lorraine. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, 16 cas de clinique des expériences exceptionnelles aux éditions Duno. Dans cet entretien, vous allez nous livrer votre expérience et celle de vos confrères psychologues et chercheurs sur le sujet des expériences exceptionnelles qui regroupent les sorties hors du corps, la médiumnité, la précognition, les contacts avec les défunts, les expériences avec prise de psychédéliques ou encore les régressions supposées dans les vies antérieures. Alors pour commencer, quel est l'objectif de ce livre et pourquoi avoir voulu l'écrire? En fait, la clinique des expériences exceptionnelles a été mon sujet de thèse il y a une quinzaine d'années. Et par la suite, j'ai pu entrer à l'université comme enseignant-chercheur et j'ai formé des futurs psychologues et actuels psychologues cliniciens à être sensibilisés en fait à ces vécus. Et certains sont passionnés également pour le sujet, ont fait des recherches, des doctorats, voire des post-doctorats. Donc maintenant, il y a un petit groupe d'universitaires ou de jeunes psychologues qui travaillent là-dessus et on a chacun nos petites préférences, spécificités et on se connaît bien et on a fait converger en fait nos expériences, nos rencontres avec différents types de personnes, différents types d'expériences. Et on s'est dit que si on voulait transmettre aussi à d'autres professionnels de santé, mais aussi plus largement au public, c'est quoi cette clinique, quelles sont ces expériences, il fallait en fait travailler ensemble. Et il y a des livres très pédagogiques qui existent où il y a des cas cliniques qui sont présentés, qu'on utilise beaucoup avec les étudiants. Et là, en fait, c'était une manière de poser un peu ce domaine, de le structurer. Donc c'est un projet qui est né comme ça, une intuition, et en 3 jours, on avait tous les contributeurs qui étaient partants, et en 6 mois, on avait tous les textes. Donc c'est vraiment qu'on était prêts, on avait chacun quelque chose à partager. Et je voulais vous demander, vous, justement, en tant que psychologue, qu'est-ce qui fait que vous avez cet intérêt personnel sur le sujet? Est-ce que vous avez l'impression que ça s'ouvre aussi dans le champ de la recherche et de la psychologie en général? On a encore assez peu de personnes en France qui travaillent là-dessus. Euh, Moi, en tant que psychologue, c'était pas mon objectif de départ, mais ça a été des rencontres que j'ai fait d'abord d'étudiants de psychologie, quand j'étais moi-même encore étudiant, qui pensaient vivre dans un appartement hanté. Et là-dessus, j'ai décidé de faire mon premier travail de recherche, première opportunité là-dessus, sur les personnes hantées. Et par la suite, j'ai bossé sur les adolescents qui ont des pratiques occultes, quelque chose qui est finalement très diffus, mais rarement vraiment travaillé. Et ma thèse a porté sur l'ensemble du champ. En gros, mais qu'est-ce qu'on fait pour accompagner des personnes qui ont eu des expériences hors normes, que la société rejette et en même temps qui fascinent tout un pan de la société, donc cette ambiguïté m'attirait. Il y avait des prédécesseurs en France, mais surtout à l'étranger, et j'ai eu l'occasion de faire un stage en Allemagne où il y a un service de consultation à Freiburg, pas très loin de la frontière, dans lequel ouais, ils accueillent jusqu'à 300-400 personnes par année sur ces sujets. Et je me suis dit, mais pourquoi ça n'existe pas en France, ce genre de choses? Et donc ma thèse a été une recherche-action. Euh, C'est-à-dire, vraiment, je ne savais pas ce que j'allais faire, mais les gens venaient, les gens étaient là, ils étaient demandeurs. Et avec mon collègue Thomas Raberon, on a créé cet espace de consultation gratuit. Et donc, on a appris en faisant. Et c'est vrai qu'on n'est pas encore très très sûr de ce qu'on fait et où on va, de qu'est-ce qu'on met dans les expériences exceptionnelles et qu'est-ce qui en ressort. Mais il y a beaucoup finalement de gens qui vont être intéressés parce que des praticiens peuvent
eux-mêmes avoir des patients parfois qui vont témoigner de ça. On peut avoir simplement déjà les personnes qui cherchent une écoute sérieuse, professionnelle, et ne pas tomber dans les différents pièges qui pouvaient éventuellement se mettre devant eux. Et puis culturellement, il y a peu d'espace où on peut partager publiquement ce genre de choses, même si on a envie de témoigner ou de rechercher des informations, c'est déjà très compliqué de savoir à qui s'adresser. Tout à fait. Alors, on découvre plein de choses dans le livre, mais on découvre qu'il existe des caractéristiques souvent communes, et ça c'est intéressant, aux personnes faisant ces expériences exceptionnelles, comme l'hypersensibilité et un passé de traumatisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, on ne va pas dire aujourd'hui il y a un profil et ce profil, on va le définir négativement, au contraire, mais nous, on va voir des patients qui sont en mesure d'aller parler de tout ça, et donc c'est déjà très sélectif, hein. C'est pas forcément représentatif de l'ensemble des expériences qui surviennent. Les gens qui vont du coup être dans cette élaboration de ces expériences, parfois c'est parce qu'elles se sont répétées, parce qu'elles se sont ancrées dans leur histoire personnelle, et elles ont pu émerger effectivement durant l'enfance, ou venir tout bouleverser beaucoup plus tard à l'âge adulte. Et quand on remonte l'histoire de vie, on sent que c'est une histoire de vie, on pourrait dire, assez classique, névrotique, hein, c'est-à-dire il y a des problèmes dans la famille, il y a des problèmes dans les relations, il y a des problèmes parfois dans le milieu socio-professionnel, et économique, et puis il peut y avoir eu des choses non digérées de la vie, et l'hypothèse qui a émergé, mais pas seulement chez nous, c'était les mêmes constats qui étaient faits en Allemagne ou à l'étranger, c'était qu'il y avait un sort de terrain traumatique euh, qui trouvait une solution par ce biais des expériences paranormales. Donc là, c'est un modèle, c'est pas un trauma, une expérience paranormale, il y a vraiment une richesse des choses, mais on va aller chercher des solutions pour faire face à l'inconnu, à l'adversité. Et par exemple, si on a un milieu très insécurisant, très menaçant, avec par exemple des parents qui sont très imprévisibles ou qui peuvent être parfois très agressifs, ben on va par exemple mettre en place des antennes pour prévenir tout risque de conflit. Donc on va se fixer sur ses intuitions pour contrôler un peu son environnement. Et puis d'autres fois, il y a vraiment le corps qui a été attaqué directement dans des abus physiques ou sexuels. Et là, on s'est par exemple échappé à ce moment-là de cette douleur et de l'atrocité de la situation en sortant de son corps, en manipulant presque instinctivement ce qu'on appelle une dissociation qui n'est pas en soi pathologique, mais qui est un mécanisme de défense vraiment pertinent sur le moment. Et ben, ce mécanisme-là, il peut s'ancrer et engendrer d'autres expériences par la suite qui sont détachées de la situation menaçante et dangereuse, mais qui sont presque des réflexes qui entrent dans la constitution de la personne. Et quand vous parlez régulièrement d'hypersensibilité, c'est ça dont vous parlez, c'est-à-dire que la personne en fait est devenue hypersensible pour se protéger quelque part et donc elle a accès aussi à d'autres types C'est des d'expériences. nouvelles recherches parce que c'est aussi une nouvelle terminologie, l'hypersensibilité. Et ça colle en fait avec des choses qu'on avait dans les premiers modèles de la psychologie de l'inconscient dès la fin du 19e siècle. Un théoricien anglais qui s'appelait Frederick Myers avait parlé de transliminalité. Et en fait, il avait cette idée que ce qu'on étudiait comme étant la conscience et qu'on résumait l'esprit à ça, était en fait qu'une petite partie qui était sous le feu des projecteurs et que le psychisme était bien plus vaste, qu'il y avait d'autres choses qui se passaient, mais de façon très intelligente, hein, dans d'autres espaces, et que la frontière, ce qu'on appelle le limen en latin, pouvait être franchie d'une façon ou d'une autre. Et il y a des gens qui ont une plus grande porosité psychique. Cette frontière, elle est plus souvent franchie d'un côté comme de l'autre. Il y a des choses qui vont aller plonger dans l'inconscient, et puis il y a des choses inconscientes qui vont ressurgir beaucoup plus facilement. Et donc cette transliminalité a été quasiment oubliée, comme son créateur Myers. Et dans les années 90, c'est revenu. On a remesuré en fait cette propension à la porosité psychique, qui devient une forme d'hypersensibilité, c'est-à-dire je reçois tout plus fort et je dégage tout plus fort dans mes émotions, dans mes sensations. Ma pensée elle est aussi différente, ma créativité aussi va être différente parce que je peux justement mélanger du matériel très riche. Et cette hypersensibilité, elle est intéressante, comme l'est la transliminalité, parce qu'en soi, ce n'est pas un trait pathologique. C'est une constitution de personnalité, et on est tous plus ou moins sensibles, et pour certains, effectivement, ça peut être à des moments où ça va générer une vulnérabilité, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver les moyens, en fait, de tolérer cette sensibilité dans des environnements qui sont pas très sécurisants, ou qui sont trop bruyants, en fait, d'une certaine façon, qui demandent trop d'efforts. Et donc là, il y a un accompagnement qui se fait, sauf que du coup, cette hypersensibilité, c'est une redécouverte un peu banale si on regarde historiquement.
va favoriser le fait d'avoir plein d'expériences paranormales. On va mélanger le rêve et la réalité. Je ne veux pas dire que c'est que du rêve, hein, mais beaucoup plus facilement. Donc il y a plein de glissements qui vont se faire. Et du coup, c'est encore plus étonnant. Enfin, je veux dire, on peut penser être un extraterrestre complètement inadapté au monde du fait d'avoir ces compétences. Alors, donc vous parlez de plusieurs cas. Là, je voulais vous parler du cas d'Eva dans votre livre, donc qui expérimente ce qu'on appelle des SHC, donc sorties hors du corps. Alors c'est un sujet qui devient de plus en plus à la mode, j'ai l'impression. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur les sorties hors du corps et les impacts que vous avez constatés dans vos recherches et dans votre expérience en tant que psychologue? Alors, je précise que je n'ai pas écrit tout ce livre, j'ai co-dirigé ce livre avec un de mes doctorants et un collègue, et donc chacun des chapitres est fait par un psychologue clinicien en général. Donc là, pour le coup, c'est Sarah Grenier qui va décrire des cas qu'elle a pu avoir dans sa pratique, et cette sortie hors du corps, finalement, effectivement, c'est une expérience assez courante, qui peut survenir dans des circonstances spontanées et complètement involontaires. Par exemple, un abus sexuel comme un viol peut engendrer ce genre de choses, mais il y a des gens qui vont rechercher cette expérience en trafiquant, j'ai envie de dire, un peu leurs rêves, leur sommeil. C'est-à-dire il y a des petites techniques qui circulent sur Internet, que les gens se communiquent par des bouquins aussi depuis un certain temps, et qui ne sont pas inefficaces. C'est-à-dire chacun va trouver quelle est la méthode qui fonctionne le mieux pour lui, et puis il y a des stades aussi d'appréhension de la chose, parce que quand vous commencez à voir ce qu'on va appeler l'état vibratoire, qu'on est en train d'étudier au niveau neuroscientifique dans mon laboratoire, ça déstabilise, c'est une perception du réel complètement étendue, et donc il y a des gens qui s'arrêtent là, quand l'esprit et le corps vibrent, et d'autres vont plus loin, et parfois du coup ils sortent de leur corps, et puis la perception, la perspective que ça donne, elle est complètement fascinante, mais effrayante, et ils reviennent tout de suite, ils vont pas plus loin. Et ceux qui arrivent à apprivoiser la chose semble en tirer un grand bénéfice. Le cas qui est présenté, c'est justement quelqu'un qui va franchir toutes ces étapes volontairement, les unes après les autres, et on n'est vraiment pas dans un truc pathologique, même s'il remonte des questions personnelles, le rapport au père, les complications familiales, mais qui sont travaillées comme si l'espace dans lequel la personne se promenait avec son esprit était un espace où elle pouvait mieux se confronter aux difficultés qu'elle a pu avoir, et donc elle tire des richesses, une ressource incroyable de ses sorties du corps, notamment en termes de créativité, en termes de lucidité sur sa trajectoire personnelle. Et c'est des choses qui, là c'est un cas individuel, mais qu'on retrouve statistiquement dans la littérature depuis un certain temps. On sait qu'on soit la sortie du corps, expérience qui peut être perturbante, qui je ne dis pas que c'est le bonheur pour tout le monde, a globalement des effets positifs dans l'appréhension de son propre corps, l'appréhension du sens de la vie, et c'est plutôt une expérience dite exceptionnelle ou paranormale, mais qui a des bienfaits assez avérés. Et comment vous l'expliquez, ça? Que ça a des impacts positifs, qu'on voit sa vie de manière plus lucide. Est-ce que dans cet état, les gens vous rapportent qu'ils ont une vision différente d'eux-mêmes? Ils sont débarrassés de certaines choses? Comment ça se passe? Par exemple, j'ai des collègues dans le sud qui on travaille avec des patients qui ont des douleurs chroniques, voilà, et qui vont essayer d'induire, notamment par l'hypnose, ces sorties hors du corps. Et ce qui se passe, c'est que la douleur, c'est une interprétation psychologique de sensations, et la dissociation permet justement de couper ce fil-là, et du coup de ressentir enfin son corps de manière beaucoup plus apaisée, pacifiée. Et donc ça peut être ce type de recherche d'un rapport différent, et la lourdeur, la pesanteur du corps, le fait pour ces gens, hein, d'aller vers des interprétations, disons, mais je suis un esprit qui s'incarne, mon corps est un véhicule que je dois chérir, sans lequel la vie n'existerait pas, mais je ne me réduis pas à ce corps, à cette douleur, à cette pathologie que je peux avoir. Donc ça, vraiment, ce petit écart, ce petit pas de côté est déjà assez bénéfique. Ça amène parfois effectivement des interprétations assez fortes, hein. Forcément, on ne va pas forcément les suivre dans l'interprétation, mais de dire, je vais vivre après ma mort, je vais me réincarner, je peux aller n'importe où avec mon esprit. Et là, ce qu'on constate, c'est que sans aller forcément vers ces interprétations, il y a tout un continuum entre le rêve lucide, les sorties hors du corps, des expériences de mort imminente dans un autre bout aussi, et les gens sont dans des rêves qui deviennent parfois lucides, qui parfois les amènent à sortir de leur corps, ils peuvent revenir dans le rêve lucide, et tout ça, c'est les pouvoirs de l'imaginaire, l'imagination, qui sont sous-exploités, je dirais, dans les formes de thérapie actuelles,
où on utilise très peu les états non ordinaires de conscience, de façon classique, standardisée, et là, en fait, les gens font de l'autothérapie en ayant un rapport à eux-mêmes beaucoup plus apaisé. Vous évoquez, vous en parlez tout à l'heure, les phénomènes de hantise se manifestant par des bruits ou des déplacements d'objets dans les maisons, par exemple. Ces phénomènes seraient donc liés au psychisme des personnes y habitant, qui projetteraient des contenus inconscients dans leur habitat, donc ça paraît fou quand même. Et est-ce que vous pouvez donner quelques exemples de cas et, selon vous, quel processus psychique serait à l'œuvre dans ces cas et comment ces phénomènes s'interrompent? Ouais. Alors, c'est très compliqué l'expérience de hantise parce qu'on va avoir des événements physiques dans le monde objectif. En tout cas, la personne, seule ou accompagnée d'autres, vont observer des phénomènes qu'ils vont interpréter comme les effets d'une intention extérieure. Donc, souvent, ils vont essayer de trouver s'il n'y a pas un fantôme, des esprits qui traînent. Et l'hypothèse des parapsychologues, qui est celle qu'on reprend aujourd'hui, c'est que ça a un lien avec eux. Ça fait sens par rapport à leur vie personnelle. Et l'exemple qu'on va traiter, par exemple, dans ce livre, déjà, il faut savoir qu'il y a très peu de cas publiés. En fait, les psychologues sont très peu intéressés à ça. C'est le cas d'Andromède, qui va déménager pour essayer de fuir une relation avec sa mère très compliquée, une mère qui devient démente et qui est très tyrannique. Et donc elle s'isole, mais en fait cet isolement ne permet pas de rompre totalement les problématiques relationnelles qu'elle a. Et il y a les cartons de son déménagement, on l'a un peu là, qui commencent à tomber dans le couloir, alors qu'ils sont très lourds, puis ils sont en fait chargés de livres. Et pas n'importe quel livre, les livres qui concernent l'histoire familiale. Elle a écrit une sorte de roman familial, et donc tout ce qu'elle essaye de réparer de son histoire, ça lui est un peu renvoyé comme problématique, et elle observe ces cartons qui tombent en présence d'une amie avec qui elle était en train de discuter justement de médiumnité. Donc on sent bien que pour elle, tout ça fait extrêmement sens. Ce qui ne fait pas sens, c'est « mais je ne suis pas moi capable de bouger des objets à distance, personne n'est capable de ça, ça ne fait pas partie du modèle commun ». Sauf qu'on n'est pas là pour vérifier cette hypothèse parapsychologique, on est là en fait pour aider la personne à intégrer la chose. Et quand on intervient, très souvent la dynamique des phénomènes va changer, le type de phénomène qui se présente, de la même en parallèle de la façon dont la personne évolue, est capable de discuter des choses qui la chagrinent, qui l'embêtent. Donc cette hypothèse, c'est une hypothèse de travail. On ne sait pas, sur le plan physique, je serais incapable de vous expliquer en détail ce qui se passe. Par contre, je sais que je peux accompagner des gens qui ont des problèmes de hantise, sans avoir moi-même à dire c'est un esprit, il faut faire un exorcisme, ou des choses comme ça. Je travaille sur une hypothèse que ça a du sens et ça a du lien avec leur histoire de vie. Et pour le coup, je ne sais pas, enfin, je ne sais plus vraiment qui était le bout de la question, mais... Quand est-ce que ça s'arrête, ce phénomène? C'est ça qui est intéressant, c'est Ouais. que vous expliquez que quand les gens se transforment, entre Ouais, guillemets, c'est le ça. phénomène s'arrête. Donc c'est qu'il y a un lien, Oui, a priori. a priori, en moyenne, ces cas vont durer 3 mois, et les psychologues, c'est pas la première personne qu'on va chercher. Là, il se trouve qu'en créant l'opportunité, en disant, mais nous sommes ouverts à ce type de choses, ou alors, par exemple, cette personne, elle est venue vers moi suite à une conférence que j'ai pu donner, ils sont en recherche. Il n'y a pas d'espace, encore une fois, pour solliciter des professionnels là-dessus, mais on développe une écoute qui est la même qu'on va développer par ailleurs, sauf que cette écoute, elle entend les phénomènes aussi. Elle laisse un espace de prise au sérieux où on rentre avec ces gens dans le détail de « mais ça arrivait quand ? Et il y avait quoi comme état d'esprit à ce moment-là ? Il s'est passé quoi avant ? Il s'est passé quoi après ?» Et donc, vraiment, on chemine avec eux, on n'a pas l'idée et l'explication, on n'a pas une méthode non plus pour enlever les fantômes qui fonctionneraient pour tous. Et c'est vrai qu'on a un sorte de modèle très global sur le plan théorique, qui est un modèle disant le fantôme dans la maison, ça peut se passer ailleurs que dans une maison, c'est de l'autonomie. C'est comme s'il y avait une partie de revendication personnelle qui s'exprimait à l'extérieur. Donc ça revenait du monde extérieur parce que ce n'était pas entendable à l'intérieur de la personne. Donc il y a quelque chose des modalités relationnelles, des modes d'attachement qu'elle va avoir par rapport au monde qui se rejoue à l'extérieur. Et donc le modèle qui est le plus proche pour penser ça, pour nous cliniciens, c'est le modèle du psychosomatique. Le psychosomatique, c'est j'ai un souci dans ma vie, et en fait, ça va s'inscrire quelque part dans mon corps. Il y a quelque chose que j'ai vu que je ne voulais pas voir, puis je vais devenir aveugle. Une cécité qu'on appelle psychogène. Donc ce modèle-là, en circuit interne, aujourd'hui, il est travaillé depuis plus d'un siècle, et on commence à avoir des idées un petit peu de ce qui se passe, même si ça reste
assez mystérieux sur le plan biologique. Et là, c'est du psychosomatique en circuit externe. J'ai des problèmes, je suis incapable d'en parler, je suis incapable de les somatiser. Et en fait, les problèmes, ils sont quand même là et ils se jouent dans mon environnement, dans un sens très large. Alors là où il y a justement l'incapacité pour nous cliniciens de dire quelque chose de la réalité de tout ça, c'est qu'on se rend compte que l'expérience de hantise est très très diffuse dans la population, qu'il est très facile de l'induire, ce n'est pas du tout réservé à des gens avec des troubles pathologiques particuliers. En réalité, quand on a un contexte, comme visiter un château hanté, réputé hanté, écossais, avec des suggestions qui peuvent nous être faites, il y a vraiment beaucoup de gens qui peuvent avoir ces expériences, et des chercheurs ont même été jusqu'à reproduire en laboratoire une pièce réputée hantée, et ont eu jusqu'à 80% des participants qui ont ressenti des sensations de présence, qui ont interprété leur environnement dans le sens de la présence d'un esprit, et il y en a même 15% qui ont fui le laboratoire. Donc c'est vraiment qu'on est tous capables d'éprouver ça, et aujourd'hui on pourrait dire, bon bah c'est vrai que dans la culture c'est diffusé comme quelque chose d'épouvantable ou de ridicule, mais est-ce qu'il n'y a pas un intérêt aussi de travailler sur ce type de sensation? Et un de mes doctorants, Romain Jallet, qui est co-éditeur de ce livre, lui, sa thèse est justement sur ces phénomènes spontanés et comment on peut les utiliser en thérapie. Et on a un dispositif qui s'appelle le psychomontaillon, où c'est une petite cabine d'atténuation sensorielle dans lequel on met les gens pendant presque 1 heure avec la possibilité pour eux de peut-être entrer en contact avec leurs défunts. Donc c'est une chose très simple qui est utilisée en fait depuis l'Antiquité, qu'on a réadapté. Et c'est le début d'études, on cherche des participants, mais c'est typiquement ce genre de choses. Regardez chez qui ça a des effets positifs, chez qui ça a des effets négatifs, voir comment on peut moduler la chose pour en faire un outil plutôt qu'un truc qui est hors sujet, quoi. Et je vous ai entendu ailleurs raconter une histoire incroyable, si vous pouvez le raconter, du couple dans la maison qui part travailler le matin et il revient et les meubles sont... Ouais. Allez-y. Ben oui, c'est une petite histoire dont je n'ai pas tout à fait l'épilogue parce que je suis pas sûr que ce soit totalement fini, mais il se trouve que déjà ça vient vers moi via une étudiante avec qui j'avais travaillé sur l'entente de voix et qui travaille maintenant à la police et qui me dit les policiers, mes collègues sont complètement bloqués, il y a une situation avec 3 fois ou 4 fois dans l'espace d'1 mois des plaintes pour cambriolage sans trace d'aucune effraction et sans aucun vol. C'est des cambriolages vraiment ridicules où les personnes sortent de chez eux, parfois simplement 40 minutes, et ils reviennent et la maison ils sont dessus-dessous. Alors ça peut être pas forcément toutes les pièces, mais on va prendre la télé, la déplacer, poser délicatement sur le canapé. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors ces gens-là, un jeune couple avait très rationnellement essayé de documenter les choses, donc dès qu'ils sortaient de chez eux, ils photographiaient ou filmaient l'ensemble du lieu, et dès qu'ils revenaient, quand ils allaient mettre la clé dans la serrure, ils commençaient à filmer, et vous voyez, ça ne marchait pas tout le temps, mais ils ont vraiment documenté la chose, et ils n'ont pas cherché à truquer, il n'y avait aucune raison légitime de suspecter. Elle, en tant que psychologue, elle a évalué qu'elle n'était pas non plus dans un délire, enfin, il n'y avait pas de manipulation particulière, et c'est vrai que là, elle m'a dit, monsieur Evrard, c'est un poltergeist, c'est pour vous. Et donc, bon, il se trouve que c'était un 5 minutes de mon université, et je trouvais ça assez drôle, en fait, que finalement, ça existe, c'est pas que dans les campagnes, c'est pas que dans... Je vois, c'est partout. Et ce jeune couple, eh bien, ils ont d'abord plutôt argué que c'était un cambriolage, que quelqu'un avait la clé, qu'il fallait changer la serrure. Ils sont restés sur un aspect très matériel, mais en fait, ils pensaient que c'était peut-être un esprit, donc vraiment, ils sont coincés dans la rationalité actuelle, on ne sait pas ce qui se passe dans ces phénomènes, et puis ils ont, au fur et à mesure des entretiens, ils ont pu livrer des choses de leurs problématiques personnelles. Parfois, c'est des problèmes de couple qui ne se disent pas, et donc du coup, ce conflit, il se rejoue ailleurs, et là, c'était pas vraiment un problème de couple, c'était un problème de reconnaissance sociale, assez particulier au sens où c'était très rare, c'est la première fois que j'avais ça, les phénomènes ont débuté dès l'emménagement, le lendemain de l'emménagement, alors que d'habitude on s'habitue au lieu, puis il y a un malaise qui se crée. Là c'était tout de suite, et c'est lié au fait que le jeune homme, quand il est rentré dans l'appartement, était au chômage, et l'agence immobilière a refusé de mettre son nom sur le bail. Ce qui est assez trivial dit comme ça, mais ça l'empêchait d'avoir un justificatif de domicile, et ça l'empêchait de chercher un emploi, et en gros il se retrouvait encore en bas de la classe sociale, et ça faisait écho à un trauma qu'il avait eu juvénile au niveau adolescent. Et donc tout ça, c'est
on pourrait dire c'est bizarre. Enfin, pourquoi il y aura un esprit autour de ça? Eh bien parce que du coup cette maison il la vivait mal, il était coincé là pendant que sa compagne elle pouvait aller à des activités professionnelles, etc. Et en fait il pouvait pas évoluer socialement, professionnellement. Et la solution, c'est eux-mêmes qui l'ont donnée en se paxant. En se paxant, l'agence n'avait pas le choix que de mettre leurs deux noms sur l'appartement. Et voilà, ça a changé, je pense, la dynamique. Et ça a fait qu'ils ont pu progresser. Mais finalement, c'est très étonnant. On passe d'un exorcisme traditionnel à un pax comme résolution de phénomènes de hantise. Alors j'ai une petite question. Est-ce que quand il partait en journée et que donc il revenait et tous les meubles étaient sans dessus-dessous, d'ailleurs vous racontez à un moment que oui, c'est posé par terre, quoi. Sinon ça Oui. devrait être cassé. Non, Donc, non, il n'y a et c'est aucune casse, aucun vol, ça, aucune c'est casse. incroyable. Mhm. Est-ce qu'ils ont pensé à mettre des caméras pour voir ce qui se passait? Oui, alors justement, et j'ai essayé de les conseiller là-dessus, puisque mes collègues allemands ont une certaine expérience de la chose. Si vous mettez seulement la caméra peut être potentiellement la cible des phénomènes. Et donc il faut mettre. C'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est la caméra qui va tomber en panne ou les phénomènes vont se passer dans les angles que la caméra ne couvre pas. Et donc je ne peux pas exactement expliquer ce qui se passe, mais si vous mettez un miroir qui permet à la caméra de se filmer et même en fait vous créez un champ d'objectivité absolue dans lequel aucun phénomène ne peut se produire. Ce qui montre que ces phénomènes, ils ont une sorte de limite et qui sont peut-être de nature psychophysique. C'est vraiment quelque chose qu'on est encore en train de découvrir, mais qui sont pas diaboliques et on fait pas ce qu'on veut avec ça. Et donc là, ils ont mis une caméra, et alors, bon, ils m'ont pas écouté à ce niveau-là parce que quand ils étaient tranquilles chez eux, ils se sont dit, bon, on éteint la caméra, on est à la maison, il n'y a pas de problème. Et donc le soir où ils ont fait ça, la serrure qu'ils avaient changée pour la 3e fois a commencé à être ouverte et quelqu'un a commencé à rentrer chez eux à 23h. Et quand ils sont courus pour aller à la porte, il n'y avait absolument personne. Mais Donc vous dites quelqu'un, mais il n'y avait personne en fait. Voilà, c'est l'envahissement. En tout cas, on a une incertitude sur le fait qu'il y avait une personne humaine ou un phénomène paranormal. Et forcément, ça a renforcé leur inquiétude. Euh, donc la caméra n'est pas une solution. Alors s'il y avait eu des vrais cambrioleurs, on les aurait eu très facilement, bien sûr. Mais en soi, ça ne suffit pas. Et du coup, à partir du moment où ils se sont paxés, est-ce que ça a eu un impact sur le phénomène? Bon, en tout cas, moi, je n'ai plus de nouvelles d'eux. Dans ma pratique et ma déontologie, je cours pas derrière ces gens-là. En fait, s'ils viennent vers moi avec une demande, je suis présent. Mais l'idée est de ne pas interférer non plus dans les dynamiques des gens. Voilà, on s'adapte vraiment aux demandes. Donc vous écrivez également que les phénomènes paranormaux sont souvent associés aux circonstances de vie des personnes. Donc, est-ce que vous pouvez développer et est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples? Oui, en fait, ces phénomènes, très souvent, émergent dans des contextes où il y a un autre truc qui se passe à côté, qui est difficile à vivre, qui n'est pas forcément digéré, et ça peut être un licenciement, une rupture sentimentale, un deuil. Donc, c'est des événements de vie négatifs. Mais ça couvre plein de choses. Tout à l'heure, on a parlé de trauma. Trauma, c'est une rencontre avec la mort, et ça va beaucoup plus loin. Là, vraiment, parfois, il y a des petites choses assez banales du quotidien, mais qui vont trouver une voie d'exploitation, d'exploration à travers le paranormal. Sauf que le paranormal semble venir de nulle part. Et tout le travail finalement cliniquement qu'on essaie de mettre en place, c'est d'aider les gens, de les accompagner à faire des liens, à mettre du sens sur, ben voilà, j'ai eu tel phénomène, j'ai été dans tel état, et ça fait écho à d'autres moments où j'avais eu des phénomènes, par exemple dans mon enfance. Après j'ai tout éteint, mais c'était aussi des situations similaires. Donc le fait de faire rentrer dans l'histoire de vie, dans la narration, ces expériences, plutôt que de les attribuer effectivement à des explications surnaturelles qui sortent des modèles explicatifs standards dans lesquels les gens arrivent à vivre. Bon voilà, c'est une partie du travail, mais c'est pas évident parce que il peut y avoir des interprétations qu'il faut respecter, qui viennent du monde matérialiste comme du monde spiritualiste. Et ces liens-là qui sont à faire, nous on peut pas les forcer en fait. Les gens vont eux-mêmes trouver, en fait, explorer, quand on met en place une relation de confiance, ce qu'il en est de leur vie personnelle. Et ils ont très peur de parler à un psy de ça parce que les psys vont rabattre le paranormal sur du pathologique, ce qui est classiquement le discours dominant depuis un siècle et demi. Et donc ils ont très peur que le psy leur demande de parler de leur mère, de leur père et des choses comme ça. Et donc il faut y aller vraiment doucement en disant que en gros c'est un sac de nœuds
Il peut y avoir des pathologies psychiatriques qui se colorent de paranormal. Hein. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique, j'en ai vu aussi. Et il peut y avoir des gens en très bonne santé mentale qui vont avoir des expériences paranormales, qui sont d'ailleurs même renforçateurs de bonne santé mentale, comme des coïncidences très sympas, des choses comme ça. Et puis vous avez toute la gamme intermédiaire, des petits troubles dépressifs, ruptures, deuil, et des gros troubles qui peuvent s'acoquiner, se corréler à ces expériences. Donc nous, quand les gens arrivent, on ne les diagnostique pas, parce que ce serait prématuré et injustifié, et on est vraiment dans un accueil, dans un accompagnement, une écoute en fait de ces expériences. Alors pareil, vous évoquez la fonction alpha de Bion. Donc qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'elle intervient justement dans les expériences exceptionnelles? Bien, la fonction alpha, c'est l'idée de la rêverie maternelle et comment on se construit en tant qu'individu grâce au psychisme que nous prête l'environnement. C'est-à-dire au début, quand on est tout bébé et qu'on a des expériences un peu difficiles de la vie, des moments de frustration ou d'agressivité, des choses comme ça, il y a des éléments étrangers qu'on appelle éléments bêta, voilà, c'est vraiment, et qui sont toxiques, et qui sont négatifs, mais parce qu'on n'arrive pas trop à savoir quoi en faire, quoi. Je suis fâché, mais du coup, je fais quoi de cette colère? Eh bien, la maman, le papa, enfin, peu importe, le donneur de soins va utiliser ces mots et dire, ben, t'as mal, t'es pas content, là, t'as pas eu ce que tu voulais, etc. Donc, il transforme, il rationalise, il socialise, il dit, t'inquiète pas, ça reviendra plus tard, t'es pas en danger. Et donc, cette fonction-là est une fonction tout à fait adaptative pour le psychisme. Mais quand on en a manqué, quand on a eu des parents qui, par exemple, étaient eux-mêmes en dépression, n'avaient pas de disponibilité psychique, qui faisaient ce qu'ils faisaient, genre donner à manger, etc., mais pas de câlin, pas d'affectif, eh bien, il peut y avoir des carences dans la construction psychique. Donc, ce qui se joue là, c'est que chaque individu va devoir développer des autres modalités pour faire face à ces éléments toxiques. Et parfois, il y a une façon de faire, c'est de les mettre sous le tapis, les enquister, et puis ils vont revenir sous forme de symptômes. Donc on va traîner des choses dont on ne saura pas trop se débarrasser, et on va avoir besoin peut-être des aides extérieures, on va peut-être avoir des addictions, on va peut-être avoir besoin de thérapeutes, pour compenser cette difficulté qu'on a nous-mêmes à transformer ce qui est toxique dans la vie, le stress en gros, dans tout ça. Et les phénomènes paranormaux se présentent parfois comme très brutalement une résurgence de ces éléments bêta, et ça peut être des traumas qui n'ont pas été digérés. Donc là, on ne l'a pas mis dans le livre parce que notre doctorante qui travaille sur ces sujets n'était pas disponible, mais on a des expériences d'enlèvement par les extraterrestres qui sont très souvent le fait de revivre et de rejouer des scènes traumatiques qui se sont transformées parce que l'extraterrestre ou le démon prend la figure du persécuteur qu'on a pu connaître, et donc ça devient très brut et très effrayant, et là la personne elle-même, son psychisme, essaye de symboliser, essaye de travailler ce matériau bêta très brut et très toxique, mais il faut parfois pouvoir en parler, pour pouvoir trouver des soutiens pour traverser tout ça. Et je pense que c'est un autre cas de poltergeist dont on a dû parler là-dedans. La personne me disait qu'elle avait la quintessence du mal, qui était une présence horrible à domicile. Donc en fait, chez elle, il y avait une sorte de lourdeur, de poids, de densité toxique. Et en fait, en démêlant très rapidement tout ça, il y a simplement, je dirais, le deuil de sa mère, avec qui il a vécu les dernières années, mais avec qui il n'a pas pu régler un certain nombre de choses. Et quand on remonte toute l'histoire de vie, on voit que les problématiques relationnelles se rejouent, que cette maison est habitée par tous les problèmes qui ont été déposés sans jamais être traités collectivement. Et j'avais cru comprendre aussi qu'il y avait parfois justement dans ces expériences une fonction alpha, dans le sens où l'expérience permet de réparer ce qui a été manquant ou... Oui, on en arrive au point où c'est vrai qu'en psychiatrie, on a beaucoup repéré ces expériences comme des signes de psychose éventuellement. Et aujourd'hui, on se dit, bon, ça arrive dans plein de configurations. Et très souvent, c'est plus un indice, un matériel que les cliniciens devraient pouvoir utiliser, permettre au sujet de déployer, parce que c'est riche de symboles, c'est riche de liens avec l'histoire de vie, justement des parties non travaillées, très brutes. Et quand on accompagne tout ça, on se rend compte que c'est moins le problème qu'une partie de la solution. Et c'est pour ça que mon collègue Thomas Rabéron parle de solution paranormale, donc une manière
qu'a le psychisme de disposer du paranormal, donc de mettre du sens sur l'environnement qui devient animé, de trouver en soi des ressources incroyables, d'avoir des antennes qui nous permettent de ressentir les gens gentils ou méchants par rapport à nous. Tout ça, en fait, ce sont des ressources qui sont peut-être pas très bien connues de la psychologie, mais que les gens développent depuis toujours. En fait, dans l'histoire de l'humanité, dans toutes les cultures, vous avez ces mêmes événements, simplement ils sont plus ou moins tolérés culturellement, plus ou moins travaillés. Vous avez des chamans, des spécialistes de l'accompagnement des états non ordinaires de conscience, de l'accompagnement des sorcelleries, des choses comme ça, alors que dans notre société, on a vraiment mis ça de côté, on l'a vraiment rabattu et dénigré, et donc ça ressurgit seulement dans les marges de notre culture. Alors, vous parlez de l'intuition non locale dans le cas de Constant. Comment la recherche caractérise donc l'intuition non locale et pourquoi cette intuition se retrouve-t-elle plus souvent chez les personnes qui ont vécu des traumatismes? Et autre question, en quoi cette intuition est à ne pas confondre avec la pensée magique? Oui, alors ça fait beaucoup de questions emmêlées, mais du coup, l'intuition, la définition de Vaughan qui fonctionne le mieux, c'est savoir quelque chose sans savoir comment nous le savons. Et à partir de là, on est un peu coincé parce qu'il y a deux sources possibles, si on ouvre vraiment les hypothèses. Il y a une source qui est mon psychisme est intelligent, il repère des choses, il calcule des choses, il appréhende même le monde extérieur sans que j'ai besoin d'en être conscient. Donc il y a beaucoup d'énergie qui est mise dans le psychisme en dehors de la conscience. Et donc ça, c'est l'intuition cognitive qui est très travaillée et qui fait partie du modèle commun. Donc par exemple, si je vous demande très rapidement de me dire quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV, vous allez me dire blanc, voilà, et ça vient immédiatement. Mais si je vous dis, hier j'ai été prendre un bateau, quel est l'âge du capitaine? L'info, si vous me dites exactement qu'il avait 42 ans, vous ne savez pas d'où vous tirez l'info. Donc, on sait sans savoir comment on sait, mais l'information peut être non locale, c'est-à-dire elle peut venir de quelque part où on ne repère pas la chaîne causale qui nous amène l'information dans la tête, et de l'autre côté, on peut se dire, oui, on a anticipé, on a eu des indices subtils de perception. Donc ces deux formes d'intuition sont difficiles à démêler au quotidien quand on est par exemple un thérapeute, un clinicien, et que le patient commence à nous raconter des choses, puis on a des flashs, on voit un petit peu la scène qui s'est passée, on se dit est-ce que j'ai simplement une bonne empathie et j'arrive à me mettre sur la même longueur d'onde que le sujet, et est-ce que parfois pour mes collègues ça va être des expériences assez étranges. Je pense à Janine Depeyer qui racontait ça. Elle commence à sortir, je vais sortir un mot, tapascou. Voilà, elle dit ça à sa patiente parce que la patiente est en train de parler, puis c'est le mot qui lui vient. Et la patiente dit mais comment vous savez? Comment vous savez que c'est la ville où j'ai vécu tous les traumas de mon enfance, quoi. Et donc là, ça crée une super connexion, une hyper connexion entre le thérapeute et son patient. Et on fait quoi de ça? Du coup, c'est très perturbant parce que il n'y a pas un modèle thérapeutique qui encourage ce type d'intuition. On peut parler de transfert, etc. Mais l'intuition non locale, pour le coup, elle est sulfureuse, elle appartient au champ de la parapsychologie scientifique, qui est la seule discipline qui essaye d'examiner la réalité sous-jacente éventuellement à ces phénomènes. Et c'est vrai qu'on pourrait la confondre avec plein d'autres choses éventuellement, mais il y a des moments en fait où on ne sait pas. Et du coup, comment on fait pour ne pas la confondre avec la pensée magique en l'occurrence? C'était ça, je cherchais la fin de la Désolée, question. il y a trop de questions. En soi, c'est pas simple parce que je dirais que la pensée magique est une catégorisation en tierce personne. C'est moi, psychiatre ou psychologue, je considère que mon sujet, la personne en face de moi, elle a trop tendance à prendre un peu ses rêves pour la réalité, à aller trop vite vers trouver des signes, des sens et aller vers des conclusions beaucoup trop rapides. Et donc je vais considérer que sa pensée est une pensée crédule, finalement. Et le terme de pensée magique est pour moi quelque chose que je n'utilise pas au sens où il a vraiment un sens colonialiste de dénigrer des modes de rapport au monde qu'on a appelé aussi participation mystique, etc., où on imagine beaucoup plus de liens entre ce que je vis subjectivement et la façon dont l'univers va réagir, se comporter, m'offrir des choses. Et donc, aujourd'hui, la pensée magique, c'est l'inverse de la pensée rationnelle qui est mise en avant, sauf que les travaux sur l'intuition ont justement montré que avoir un peu d'intuition peut être très bénéfique dans plein de corps de métier. Je parlais du champ des professions de soins, c'est également vrai pour les chefs d'entreprise, les décideurs, les traders, etc. Et donc,
on ne peut pas dénigrer l'ensemble de cette forme d'intuition. Et ça n'empêche pas, effectivement, votre question, elle comportait aussi cet aspect du trauma, des profils. Il y a des gens qui vont utiliser davantage l'intuition, se fier à elle, justement parce que les autres sources d'informations, la rationalité ou le fait d'avoir un environnement qui est sécure et fiable, ça manque. Et comme ça manque, on compense. Et les recherches, par exemple, récentes qui commencent à se diffuser en France, mais qui font un carton aux États-Unis, sont avec, par exemple, des autistes savants ou des enfants ayant des handicaps cognitifs ou sensoriels. Et ma collègue Diane Anassi-Powell a récemment participé à un podcast qui s'appelle les Telepathy Tapes, dans lequel elle décrit ces cas de nombreux parents qui vont se rendre compte que leur enfant, il sait lire les choses que eux ou elles lisent, il sait calculer quand elles arrivent à faire les calculs, et en fait, c'est comme si cette fonction alpha, elle allait encore plus loin que ce qu'on disait tout à l'heure, et qu'on empruntait au psychisme des gens qui nous entourent, ce qui nous manquait en fait pour s'en sortir. Et je pense que pour certains, avoir le flair de cette personne, elle est pas bonne pour moi, elle est malsaine, ils en ont besoin en fait pour faire le tri dans leur environnement. Ils peuvent se tromper, ça peut être aussi un critère de désocialisation, mais pour certains, c'est une protection tout à fait naturelle. Dans le 14e cas du livre, vous racontez l'histoire d'un... Il faudra savoir lequel, mais oui. Je vais vous la raconter, vous inquiétez pas. Dans le 14e cas du livre, vous racontez l'histoire d'un jeune pédopsychiatre de 32 ans qui revit, donc a priori, sa naissance et son développement psychique de l'enfant, selon les théories de Freud, suite à la prise de LSD. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi cette expérience est thérapeutique pour lui et plus largement, où en sont les thérapies accompagnées de psychédéliques en France, puisque ça se développe un peu dans le monde, mais pas trop. Donc, le LSD fait partie de effectivement tout ce champ des psychédéliques qui, depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, a d'abord une période de gloire où ça s'est beaucoup diffusé, et puis une fermeture qui a démarré en France en 1966, où on a dit c'est des poisons pour l'esprit. Et là, depuis, on n'a pas vraiment rattrapé notre retard, contrairement à d'autres pays qui, depuis une vingtaine d'années, connaissent une résurgence, une renaissance des psychédéliques. Et donc, les gens font ça, mais de manière tout à fait illégale. C'est malheureux parce que, du coup, les expériences ne sont pas forcément bien accompagnées et peuvent aussi être assez négatives dans leurs conséquences. Par contre, les études qui sont bien cadrées médicalement, avec des sélections de profils et un accompagnement sur le moment et dans la durée, vont montrer des vertus thérapeutiques qu'on connaissait, qu'on avait repérées déjà avant, mais qui font qu'aujourd'hui, on considère qu'on est au stade des percées thérapeutiques. Il y a des pays comme l'Australie, les États-Unis, la Suisse, qui utilisent certains des psychédéliques pour soigner le trauma, les addictions et la dépression et plein de choses comme ça. Donc là, on a un usage récréatif. On a mis aussi des cas comme ça, c'est-à-dire que c'est une expérience qui est auto-induite dans un cadre d'illégalité, mais beaucoup de gens finalement vont rapporter ces choses-là. Et pour le coup, Étienne Artru, le doctorant qui étudie ce cas, il se rend compte d'une sorte de convergence dans ces témoignages d'expériences sous psychédéliques, mais d'expériences mystiques en général, qu'on peut aussi avoir avec des techniques tout à fait légales, comme l'hyperventilation, qu'on appelle respiration holotropique, ou d'autres techniques de respiration. Et donc, c'est étonnant parce qu'on peut dire on régresse, on atteint des niveaux de rapport corps-psyché très archaïques. Et on en a tous connu un, c'est celui d'être dans le ventre de notre mère et d'avoir aussi cette expérience de la naissance. Et en fait, ces éléments-là semblaient se rejouer, c'est-à-dire que Constant, lui... non, je me trompe de nom, du coup. Si, non, c'est pas Constant. Constant, c'était pour l'intuition. J'ai pas le prénom. Je crois que c'est Lycos. Oui, c'est ça. Lycos, la première chose qu'il a envie de faire, c'est de se glisser sous le t-shirt de sa compagne, et puis il a très envie de s'agripper à ses seins, puis il est très fixé sur les seins de sa compagne, et il sent que c'est pas sexuel. Et il se demande aussi ce qui se passe. Et il a toute une montée, en fait, l'expérience elle va durer plusieurs heures, où il va vraiment avoir des scènes très fusionnelles avec sa compagne, avec l'environnement. Et donc la lecture qu'en propose Étienne Artru, c'est un cas, c'est une illustration, il faudrait pouvoir en faire plusieurs, mais c'est vraiment que on va atteindre ce niveau du psychisme, un niveau peut-être un petit peu le creuset de la façon dont c'est notre point de départ. Et donc là-dedans, quand on n'était qu'une petite conscience en train de naître, finalement tout était potentiellement accessible, et il y a plein de choses qui se basculent, qui se jouent
qui bascule à ce moment-là. Donc cette expérience est vécue comme extrêmement bouleversante par Lycos et une des plus bénéfiques de sa vie. Et donc forcément les gens, quand ils vous racontent ça, ils ont envie de recommencer, ils sentent qu'ils sont plus la même personne, mais en mieux. Et ça, c'est vrai que ça va être difficile de pouvoir peut-être un peu expliquer aux gens dans quel cadre ça doit être pratiqué. Nous, on n'encourage pas en fait la prise sauvage en fait de ces substances, mais on est là aussi pour comprendre à quel point le psychisme humain est très riche et qu'on connaît mieux maintenant comment ces substances agissent sur le cerveau. Et ce qui est très étonnant, c'est que ça semble éteindre certaines zones du cerveau et libérer les facultés de l'esprit. Et en faisant ça, on améliore non seulement la neuroplasticité, on va créer des nouvelles connexions entre les neurones, mais aussi la psychoplasticité. On permet aux gens en fait de se débarrasser de tous les complexes, les symptômes, les habitudes mortifères qu'ils répètent en permanence, et de se reprogrammer. Donc ils décrivent ça comme une renaissance. Donc naissance-renaissance est vraiment une voie de compréhension, depuis très longtemps, en fait, de l'action de ces phénomènes de transe. Les psychédéliques, c'est une façon de les induire, et en général, les états non ordinaires de conscience surfent un petit peu sur ce modèle. Et en quoi l'expérience qu'a vécue Lycos de revivre les différentes étapes de son développement psychique dans l'enfance, en quoi ça a été thérapeutique ? Il faudrait revenir exactement dans ce cas-là, mais là, c'est une reprise aussi dans l'échange qu'il a pu avoir avec le psychologue qu'il a pu rencontrer, parce que déjà, beaucoup des effets thérapeutiques ont été simplement vécus tout seul. C'est-à-dire que de lui-même, il y a ce discours-là de dire c'est comme faire une psychanalyse en accéléré. C'est comme si avec une prise, une dose, j'avais 1 an, voire 10 ans de thérapie qui était exécutée. Alors, pour les psychologues comme nous, on pourrait être très jaloux de l'efficacité de ces choses-là. Et on pourrait vouloir se débarrasser de cette concurrence. Et en même temps, si notre but est d'aider les gens à aller mieux, si on peut soigner des dépressions suicidaires radicales ou des addictions à des drogues dures de cette manière-là, pourquoi s'en priver ? Et effectivement, c'est là-dessus que ça va, mais on sent aussi que tous les éléments qui ont été relâchés de l'histoire de vie, des symboles qui ont été convoqués, nécessitent un remaillage, une nouvelle histoire à construire. Et c'est pour ça que reproposer un espace de parole, entendant aussi la charge symbolique, les matériaux qui ont été amenés à ce moment-là, ça peut être très bénéfique. Sauf que il se trouve qu'il y a très peu de psychologues qui sont formés aux aspects d'accompagnement spirituel. Et donc là, en France, on n'a pas de formation là-dessus. On est obligé d'aller en Suisse ou aux États-Unis pour apprendre à accompagner les psychédéliques. On n'a pas un courant qu'on appelle, dans le champ anglo-saxon, on appelle ça la psychologie transpersonnelle, justement pour les expériences inhabituelles. Notre courant à nous, les gens qui font ça en France ne le font pas à un niveau forcément universitaire et très rigoureux, ils ne sont pas reconnus. Et pour le coup, le mot spiritualité reste un gros mot dans le cadre académique. Et donc, il y a encore beaucoup à faire pour qu'un psychologue soit capable d'intégrer ce type d'expérience sans plaquer ses propres préjugés ou ses propres croyances. Je suis chrétien, je suis incapable d'écouter ce que vous me racontez, les extraterrestres, ça n'existe pas, etc. Et donc là, voilà, c'est d'être au service et au chevet de l'individu. Et donc, les thérapies accompagnées de psychédéliques, c'est interdit en France ? Actuellement ? Actuellement, c'est interdit. Et ce qu'on va trouver, c'est plutôt, il y a 4-5 recherches en cours avec des profils très très particuliers de gens qui ont résisté à 2 familles d'antidépresseurs ou qui sont en fin de vie, des choses comme ça. Et il y a un cadrage, et c'est tout à fait normal pour relancer ces recherches. Simplement, il y a des pays où ces étapes ont déjà été passées. Et effectivement, en Suisse, on a des accompagnements. Alors, il y a aussi une sélection, c'est pas ouvert à tous, mais qui se fait beaucoup mieux. Aux États-Unis, par contre, là, on a un niveau où on va avoir des centres dans toutes les grandes villes, où on peut prendre de la kétamine, du peyote, ou un certain nombre d'autres choses. Et là, eux constatent encore vraiment le côté bénéfique, et ça commence à rentrer dans les mœurs. Alors que nous, on sent que, par exemple, aucun candidat à la présidentielle ne va mettre dans son programme eh bien, je vais favoriser une modification de la législation sur ces sujets, faciliter les recherches, mettre un budget là-dessus. Alors, est-ce que ces gens-là ont la connaissance aussi de ce qui se passe ? Malheureusement non, et ils savent qu'ils risquent gros parce que l'opinion est encore très défavorable du fait de désinformation. Alors il y a des gens heureusement qui travaillent à un petit peu transmettre les bonnes infos, je pense à la Société psychédélique française,
Mais on a vu par exemple un mouvement de régression aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, on a cet imaginaire qu'on pouvait facilement prendre des champignons, des choses comme ça. Et bien en fait, malgré les avis des scientifiques qui ont fait des rapports destinés aux politiciens, les politiciens, pour des raisons purement électoralistes, ont fermé un peu le robinet et la liberté qui était donnée là-dessus, et ce qui va à l'encontre en fait des besoins de santé de la population. Je dis encore une fois, il peut y avoir des abus dans ces domaines. Encore, par exemple, il y a 2 ans, j'ai été contacté par une maman dont la fille qui était étudiante en médecine est décédée de suite d'une prise d'ecstasy. Et donc, une étudiante en médecine décède d'une prise d'ecstasy, et effectivement, c'est une tragédie. Et en fait, quand on se rend compte comment elle a pris son ecstasy, elle a coché toutes les cases de ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire, l'ecstasy ne se prend pas en chauffant le corps, donc on ne va pas danser. On ne mélange pas l'ecstasy avec d'autres substances comme de l'alcool, etc., etc. Et donc, même des étudiants en médecine n'ont pas les informations de base, donc la population n'a pas les informations de base. Et donc, quand on a drogue info service, etc., il faut que aussi eux ils fassent un travail pédagogique, et actuellement ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, on classe souvent, quand on entend dans les médias les psychédéliques sont des drogues, a priori, elles n'ont aucun pouvoir addictif. Ça commence par là, et depuis 2 ans, je donne un cours sur les psychédéliques en 2e année de psycho. Les étudiants ouvrent des yeux incroyables, et une des premières choses à expliquer, c'est effectivement ce qu'on va appeler la toxicité et la dangerosité. La toxicité, très clairement, on le sait aujourd'hui, ces substances psychédéliques, très globalement, avec des petites différences pour la kétamine, n'ont pas de toxicité. Et par exemple, la drogue la moins toxique, ce sont les champignons hallucinogènes magiques basés sur la psilocybine, alors qu'on aurait tendance à vraiment les classer comme stupéfiants. Et puis ensuite, la dangerosité, c'est à la fois la toxicité, plus les effets de dépendance physique et psychique, plus les dégâts sur l'environnement. C'est-à-dire, il y a des drogues comme l'héroïne, la cocaïne, qui vont avoir des effets sur ma vie de famille, mon travail, etc. Et quand on fait ce classement-là, et ça a été fait par des très grands chercheurs, les drogues les plus dangereuses, malheureusement, c'est celles qui sont légales, comme l'alcool et le tabac. Le cannabis, c'est une drogue que moi je considère tout à fait dangereuse, qui a des niveaux de dépendance. Et donc, les psychédéliques sont tout en bas de la marche. Et donc, très clairement, les arguments qui ont été opposés à l'utilisation, donc le classement comme stupéfiant, n'a pas été fait sur des bases scientifiques rigoureuses. Et aujourd'hui, on doit reconnaître notre erreur, comme l'ont fait d'autres pays, et voir que la balance bénéfice-risque en termes de bienfaits pour la santé est très importante. Alors, on extrapole là-dessus, c'est vraiment qu'un passage de la chose, mais c'est vrai que ces expériences psychédéliques, en fait, nous ramènent sur une autre question. Quel est le rapport de la société occidentale à la transe, aux états ordinaires de conscience? Nous, on ne nous apprend pas à avoir de la transe. Donc, si on sort de notre corps, ça va plus, on panique, on ne sait pas à qui en parler, on cache ça, alors qu'il y a plein de cultures où ça fait tout à fait partie de l'ambiance. On peut trouver des partenaires, des gens qui nous accompagnent pour travailler sur ces trans. Et là, aujourd'hui, en France, si on dit qu'on veut mettre de la méditation à l'école maternelle, on a déjà des gens qui lèvent des boucliers. Donc, c'est vrai que ça questionne un rapport social et culturel à tous ces sujets. Les expériences paranormales, c'est un petit peu la goutte d'eau dans tout ça, quoi. Vous donnez aussi le cas dans votre livre d'une jeune femme qui a vécu, donc selon elle, un moment d'une vie antérieure grâce à une lampe stroboscopique. Donc le psychiatre américain Ian Stevenson avait consacré une large partie de sa carrière sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez brièvement rappeler ce qu'il a fait et où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau de la recherche? Alors justement, nous on utilise un dispositif de neurophotostimulation, une lampe stroboscopique, qui est un équivalent du LSD, mais légal, qui n'est pas un dispositif médical, que d'ailleurs chacun peut se procurer pour le entrée de gamme à 600 €. Et on a juste à fermer les paupières et on fait des séances qui peuvent être de 5 minutes à 30 minutes où on va avoir des stimulations plus ou moins rapides, plus ou moins colorées. Et ça active en fait la perception et très rapidement, pour la plupart des gens, c'est relaxant et ça va avoir des effets, diminution du stress, de l'anxiété, de la dépression, amélioration du sommeil, donc déjà super chouette. Donc ça c'est à l'étude, au laboratoire Interpsy dont je fais partie, on démarre des thèses sur le sujet. Il y a un manque de données encore vraiment pour étayer les indications, le meilleur programme possible. Mais il y a un petit plus, c'est que certaines personnes, avec ces expériences, alors moi je m'endors, malheureusement, ça me fait absolument rien, mais on a régulièrement des gens qui sortent de leur corps ou ont d'autres expériences exceptionnelles induites par ce dispositif qui induit une transe légère. Et en fait, avec une transe légère,
il y a un peu d'hypersensibilité, ça peut fonctionner, on peut décoller. Et là, pour le coup, la personne avait revécu un moment qu'elle attribue à une vie antérieure possible. Et c'est vrai que là, on est un peu méfiant parce que on n'a pas de corroboration nous permettant de dire oui, c'est une vraie vie antérieure avec des détails exacts. Et on sait qu'il y a une mode de l'hypnose régressive qui nous a pas attendu, existait déjà dès le tournant du XXe siècle. Et donc les gens vont chercher à comprendre pourquoi ils souffrent autant par des explications qui viendraient d'autres vies. Donc en explorant d'autres perspectives sur eux-mêmes, des traumas qu'ils n'ont peut-être pas vraiment vécu, mais qui justifieraient pourquoi ils se sentent si mal, eh bien on ouvre aussi des potentiels thérapeutiques. Alors, les gens, hypnotiseurs ou thérapeutes qui font ça en croyant dur comme fer aux vies antérieures, ils risquent d'alimenter peut-être parfois un côté un petit peu crédule, voire délirant. Par contre, ceux qui se disent « j'en sais rien si c'était réel ou pas, c'est peut-être une forte imagination », mais la personne, ça la décoince sur certains aspects, là, ils peuvent tout à fait utiliser cet instrument thérapeutique. Pour le coup, ce qui est très intéressant, c'est que ça rejoint un autre champ de recherche, qui sont les souvenirs de vie antérieure, ou les expériences de vie antérieure spontanées. Et ça, on a un psychiatre américain, enfin canadien en fait d'origine, qui travaillait à l'université de Virginie, qui s'appelle Ian Stevenson, qui a commencé à collecter ses propres cas, et il y a des cultures où c'est plus facile d'en parler. On ne sait pas si on n'a pas des cas chez nous, et très clairement, je peux vous dire qu'il y a des cas chez nous aussi. Encore récemment, j'ai eu l'occasion d'en entendre un d'une collègue historienne pour sa fille, qui rejouait une petite mamie qui avait sorti des noms et des choses comme ça. Mais Ian Stevenson, lui, il allait au Sri Lanka, en Inde, dans des pays où même les natifs américains, où ça fait partie des traditions. Du coup, ça ne veut pas dire que tout le monde en a, mais on va avoir un cas sur 500 naissances. Et donc, si on peut documenter la chose, c'est intéressant. Et on se rend compte que maintenant, on en est à peu près à 3000 cas assez bien documentés. Et dans ces 3000 cas assez bien documentés, on trouve des patterns, des choses qui reviennent, notamment le niveau verbal, c'est-à-dire communiquer les souvenirs, c'est entre 2 et 8 ans. Et après 8 ans, en général, les souvenirs s'effacent. Donc cette personnalité externe, elle peut tout à fait s'effacer ou se fondre dans la personnalité qui va être dominante chez l'individu. Donc ça, il va avoir des souvenirs, des mots, bon, toi, tu n'es pas tout à fait ma maman, elle s'appelle un tel, et mon papa, il travaillait là, et j'avais 3 frères, j'habitais dans telle ville, et quand ça commence à être très précis, on peut enquêter pour vérifier les choses, ce qu'a fait Ian Stevenson, et seulement une dizaine d'autres chercheurs dans le monde qui l'ont suivi. Mais on a encore beaucoup à faire, il y a des choses encore très étonnantes qui sont le fait qu'il y a aussi des comportements qui vont se mettre en place, parfois beaucoup plus tôt, comme des phobies très spécifiques, parce que l'enfant va dire finalement, plus tard il va dire en fait je me suis noyé, enfin dans mon autre vie j'ai été noyé, et du coup l'eau c'est plus possible pour moi, mais aussi des compétences. Et des compétences qui peuvent être l'enfant qui grimpe extrêmement bien aux arbres parce qu'il avait l'habitude de cueillir des noix de coco. Ou alors, aux États-Unis, vous avez le cas d'un enfant de 3 ans qui est un prodige du golf, qui va faire d'ailleurs sa carrière dans le golf, et qui se dit la réincarnation d'un golfeur qu'il identifie très bien. Et donc, là, ça pose des grandes questions sur, en fait, c'est quoi la personnalité ? D'où ça vient ? Et Ian Stevenson disait, mais lui-même, il avait un asthme, on pourrait dire génétique, qui se transmet. Pourquoi les personnes naissent avec telle ou telle capacité, différence ? Est-ce qu'il n'y a pas finalement un petit peu une suite, une continuité des existences ? Donc ça pose des questions métaphysiques très importantes. On peut aller sur ce terrain-là. En tout cas, on peut déjà écouter ces expériences et chercher à les étudier, parce qu'en réalité, si on crée les espaces pour les accueillir, en fait, elles arrivent très facilement. Alors, vous expliquez la notion de synchronicité aussi, développée par Jung. Donc, tout le monde en parle et les gens ne savent pas toujours exactement ce que ça revêt. Donc, c'est pour ça que je voulais en parler avec vous. Donc, développé par Jung et le prix Nobel de physique Wolfgang Pauli, donc c'était début 20e. Donc, a priori, il existerait une réalité donc, à l'interface de la matière et de l'esprit qui expliquerait donc, ces synchronicités. Donc, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'elles sont et selon vous, quelles fonctions ont-elles ? C'est un champ extrêmement vaste et complexe, c'est-à-dire si on a une théorie viable de la synchronicité, c'est bon, c'est réglé, on a tout ce qu'il nous faut, parce que la synchronicité, c'est justement, dans le modèle qu'on a des expériences exceptionnelles, il y a pas mal d'expériences qui sont en interne, donc les intuitions, moi j'ai des flashs et des images, et d'autres expériences qui sont en externe, j'ai l'impression que le monde extérieur fonctionne bizarrement,
Et la synchronicité, les coïncidences significatives, c'est justement des bouts de mon monde subjectif qui vont se connecter avec des bouts du monde objectif. Le plus courant, c'est finalement les perceptions extrasensorielles. Donc j'ai un rêve qui va décrire une situation que je vais être amené à vivre. Par exemple, un accident que je suis amené à éviter justement grâce à ce rêve. Et donc là, il y a un bout d'objectivité qui connecte à un bout de subjectivité. Les synchronicités, elles peuvent aussi se défaire de cette part subjective. Et par exemple, j'ai juste, finalement, peut-être, j'attends quelque chose, j'attends un signe dans ma vie, et on a l'impression que l'univers s'arrange pour le produire. Donc je ne le sens pas en moi, mais je comprends très bien les messages qui me viennent du monde extérieur. Alors quand je le comprends très bien, je suis peut-être le seul à me rendre compte, et pour qui ça fait vraiment sens, alors que pour le monde extérieur, c'est le hasard, et c'est assez absurde. Et donc, on est assez coincé parce qu'on voit bien qu'il y a un monde tel que moi je le vis, ma perspective et mon contact avec le monde, alors qu'un scientifique, quand il voudra mesurer la synchronicité, il est bloqué parce qu'il n'a pas accès à cette complexité, à ce sens. Donc, pour le coup, Wolfgang Pauli et Carl Gustav Jung, ils ont essayé de connecter leurs domaines de compétences qui étaient pour l'un la physique quantique et pour l'autre la psychologie des profondeurs, et en disant, mais quand on regarde vraiment la façon dont sont construits nos modèles, eh ben, ils se connectent. On décrit une sorte de sous-monde qui connecte la surface de la Terre. Donc les phénomènes physiques habituels, genre très matériels, etc., eh bien ça appartient à un type de physique, mais la physique quantique, elle décrit des phénomènes qui sont beaucoup plus intangibles. Et Jung, lui, décrivait des phénomènes de la psychologie, de la conscience classique, mais il décrivait aussi que dans l'inconscient, ça semblait s'étendre, et il y avait un inconscient pour lui collectif qui connectait les gens entre eux, les sociétés et les cultures à travers le temps. Et donc, ils arrivent à une nouvelle métaphysique, une nouvelle vision de l'univers, dans lequel ce qu'on conçoit aujourd'hui comme étant très séparés, le psychique et le physique, sont en fait deux extraits, deux émanations d'une même substance, qu'ils vont appeler une unité psychophysique, l'unus mundus, il y a plein de termes comme ça. Et en fait, pourquoi ça pourrait se connecter ? Eh bien parce que fondamentalement c'est connecté. Il y a du coup des travaux de physiciens, c'est là qu'on ne va pas rentrer dans le détail, on ne le fait pas d'ailleurs dans le cadre de cet ouvrage, mais on le fait dans le cadre d'un autre ouvrage qu'on a publié également chez Duno, mais il y a une théorie quantique généralisée qui vient dire, mais en fait, ces phénomènes qu'on a décrits grâce au modèle quantique, qui est le modèle qui fonctionne le mieux en science depuis plus d'un siècle, eh bien, s'applique aussi au monde macroscopique, au monde commun, au monde des gens, au monde de la nature. C'est ne pas réservé à des petits phénomènes physiques dans des conditions extrêmes. C'est vraiment une description du monde qui rend compte notamment de ces phénomènes étonnants. Et d'ailleurs, Einstein, qui s'opposait à la physique quantique, qui venait lui détruire sa vision du monde, très mécaniste, il disait très vite que si on pouvait avoir des phénomènes d'action à distance, ben, c'était du poltergeist. Dans la langue allemande, il dit Spukhaftige Phänomene, et donc c'est des phénomènes de type poltergeist. Donc il a cet imaginaire. Et il disait, mais si deux particules qui interagissent une fois entre elles sont ensuite jumelées, de manière que si on touche une particule, automatiquement on est en train de modifier l'autre, il dit c'est de la télépathie entre particules, et donc il utilise bien son vocabulaire de parapsychologie, et il dit c'est pas possible, on ne peut pas imaginer que les phénomènes paranormaux soient normaux. Eh bien c'est tout le problème. Si on a une théorie du monde qui rend intelligibles ces phénomènes, eh bien on peut un peu baisser la tension et se dire ok, je suis pas fou, c'est pas si extraordinaire que ça, et on n'a peut-être juste pas compris comment le monde fonctionnait jusqu'à maintenant. Ou plutôt on a régressé, parce qu'il y a eu une époque, c'était peut-être plus admis qu'aujourd'hui. J'ai l'impression qu'on est un peu dans un monde très très matérialiste et que ça n'a pas toujours été le cas. Ben, on pourrait dire ça, ça dépend l'échelle de recul qu'on veut prendre, parce que rien que Jung et Pauli, ils ont fait un livre ensemble sur la synchronicité. Qu'est-ce qui s'est passé quand ce livre a été traduit en français ? Il est devenu 2 livres. La contribution de Jung d'un côté, celle de Pauli de l'autre. Donc, quand on essaie de faire ce dialogue, réunir le psychophysique, on sent qu'il y a un obstacle culturel local français. Après, la France a aussi eu des périodes où elle était vraiment aux premières loges de ses recherches, et puis ça se perd, c'est des va-et-vient, comme ça, il y a des cycles. Et puis, si on prend des autres reculs, ben, il y a plein de cultures dites primitives, etc., qui ont bien mieux intégré ces phénomènes dans le champ commun, qui ont un rapport du coup à la nature beaucoup plus respectueux parce que ils sentent le lien, ils ont une connexion
et il y a une solidarité qui a un niveau cosmique, on pourrait dire. Cette notion de solidarité cosmique, d'ailleurs, on la trouve chez Jean Jaurès, un penseur socialiste, qui a travaillé sur ces phénomènes paranormaux et qui a dit, mais on tient là une vision du monde qui pourrait nous réconcilier en éliminant les religions très dogmatiques qui ont une vision, une interprétation précarée, en éliminant une science matérialiste qui aussi ne rend pas compte de ces choses, mais on pourrait vraiment produire un modèle de société basé sur une meilleure compréhension de l'interpénétration des consciences et de ces choses-là. Donc oui, on régresse, et une partie de notre travail, c'est de faire en sorte que des cliniciens écoutent ces gens-là, que ces gens-là, du coup, soient plus aisés, trouvent plus facilement à qui en parler, et que, en fait, dans la société, on arrête de marginaliser et diaboliser, en fait, ces expériences. On doit les accompagner, parce qu'il y a vraiment des besoins. Moi, je suis sursollicité, j'ai besoin que d'autres prennent le relais, donc je ne veux plus être tout seul à faire ça. C'est ça, les personnes avant-gardistes. Non, mais voilà, donc c'est pas que j'aime pas, hein, c'est vraiment passionnant, hein, je pourrais faire ça toute ma vie, mais j'ai juste pas le temps. Et donc, justement, pour les thérapeutes qui nous écoutent et qui accueillent ce genre de témoignages dans leur cabinet, alors déjà, ils peuvent lire votre livre, bien sûr. Quels conseils généraux vous pouvez leur donner ? Eh bien, il faut soi-même démythologiser ces expériences, au sens où on est en prise avec quelque chose qui culturellement nous attaque. Parce que nos représentations des fantômes, de la télépathie, des expériences de mort imminente, elles viennent du monde culturel. Vous regardez les blockbusters, vous regardez les best-sellers, on nous parle de paranormal d'une façon fictionnelle et extrêmement trafiquée, et c'est malheureusement là-dessus qu'on reste bloqué. À la fac, jamais on aura un cours qui nous prépare à identifier les profils des gens, le type d'expérience, leur phénoménologie, les conséquences. Donc, on est un peu seul par rapport à ça. Donc, là-dessus, il faut revenir un peu en arrière en disant, bon, c'est un matériel comme un autre. Qu'une personne me parle des traumas qu'elle a vécus, de ses expériences exceptionnelles, etc., de ses rêves, j'en fais quelque chose. C'est pas parce qu'elle dit ça que je vais changer ma façon de travailler. Et donc, très rapidement, si on sait un petit peu accueillir ces phénomènes en les prenant au sérieux, pas juste en faisant oui de la tête et en passant à autre chose, eh bien, on peut revenir un peu sur là où on est plus à l'aise, c'est-à-dire que, mais dans votre vie, il se passe quoi d'autre, quoi. Et dans ce qui se passe quoi d'autre, on va trouver un peu le lion, la personne va pouvoir, du coup, expliquer quels effets ça va avoir sur sa vie et qu'est-ce qui a pu éventuellement le déclencher. Et du coup, on refait un travail de clinicien très classique. Parce que c'est vrai qu'il y a une sorte de fantasme qui va s'appliquer sur même les pratiques qu'on va avoir. Les gens attendent que j'ai des formules magiques, que j'ai un casque pour enlever les fréquences qu'utilisent les fantômes. Et donc, ils me fantasment comme un sorcier. Et mes collègues, malheureusement, le font aussi. Ils pensent que j'en sais plus qu'eux sur la façon de soigner ces gens-là, alors que je ne crois pas vraiment. Et quand on avait ouvert le service de consultation, j'étais assez surpris que j'avais par exemple des collègues qui m'envoyaient leurs patients en disant « Nous nous occupons de la partie psychologique, vous vous occupez de la partie parapsychologique ». Je dis « non, en fait, c'est la même personne et tout est connecté ». Et donc, déjà, voilà, se débarrasser un petit peu de ce préjugé culturel, ce qui demande de travailler sur soi, ça fait une partie un petit peu du travail sur soi thérapeutique. Et puis ensuite... ma façon de travailler, alors c'est pas pour l'imposer, c'est vraiment des recommandations encore au travail, c'est l'éventail des hypothèses. De la même manière que je dois me débarrasser de mes préjugés, je ne dois pas faire en sorte de cautionner idéologiquement telle ou telle interprétation que m'amènent les personnes. Donc je peux les aborder toutes autant qu'elles sont, et je peux même m'intéresser, me renseigner. D'accord, vous me parlez de spiritisme, vous avez lu quoi ? C'est quelle forme du spiritisme ? Et ça voudrait dire quoi ? Quelles seraient les règles qui devraient s'appliquer ? Et puis, quel bienfait vous en tirez ? Ou alors, votre interprétation spirit, elle vous cause des soucis, et peut-être d'autres interprétations pourraient vous aider. Et donc, en présentant cet éventail d'hypothèses, on relance la machine à penser, la machine à interpréter, et on n'est pas, nous, en train de poser une autorité, ni scientifique, parce qu'on a beaucoup de pouvoir en tant que psychologue. Et donc, si on est en train de dire « Je valide votre expérience, c'est génial que vous ayez eu une expérience de mort imminente, vous avez un message à communiquer, une mission sur Terre », on rentre dans des trucs idéologiques, et de la même façon, si on dit j'invalide votre expérience parce que, désolé, les fantômes, c'est de la psychose, eh bien, on ne fait pas du tout son rôle thérapeutique. La mission thérapeutique doit rester première, et donc, l'objectif, c'est toujours, ok, ça vous va, vous vivez bien avec ça, vous arrivez à l'intégrer comme ça,
Et toutes les autres questions, finalement, sont dans d'autres domaines, c'est d'autres casquettes. Et la version opposée de la question, pour les personnes qui vivent ces expériences exceptionnelles qui sont Mm. problématiques et qui auraient besoin d'être accompagnées, clairement tous les psys, comme vous le dites, ne sont pas ouverts à Mm. ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur conseiller? Bah, pour l'ouverture, je sais pas, ouverture, fermeture, je sais pas, je dirais former ou informer déjà, c'est déjà une chose, mais je pense que tout le monde a envie d'y croire, mais on se dit, est-ce qu'on fait bien notre travail si je me mets à aller dans le sens de quelqu'un qui entend des voix, qui pense être médium. Donc, pour les personnes qui sont en recherche d'informations, c'est très compliqué. Parce qu'il n'y a effectivement pas beaucoup de lieux. C'est pas marqué sur Doctolib, forcément, la chose. Et du coup, les offres concurrentes sont très nombreuses. On aura envie de penser que aller voir un médium, un voyant, un guérisseur, c'est forcément quelqu'un qui va être plus calé sur toutes ces expériences. Or, malheureusement, il y en a des très bons, mais il y en a à qui il manque le point de vue psychopathologique, le fait d'accompagner aussi les souffrances qui sont associées à ça. Il y a aussi des dérives idéologiques et sectaires, il y a un business incroyable autour de ces expériences, et malheureusement on ne peut pas le contenir, on n'a pas la même force de frappe là pour tenir un discours contraire à ça. Et donc oui, c'est un peu s'armer de patience. On voit que beaucoup de patients sondent leur thérapeute en leur disant à quel point ça peut être important pour eux de parler de telle chose. Est-ce qu'il sera possible ou pas d'en parler avec eux? Est-ce qu'ils peuvent éventuellement l'orienter vers un confrère qu'ils pensent avec qui ils pourraient travailler ça? Ça peut être une chose, hein, effectivement, d'y aller de but en blanc et de poser l'importance de la chose. Je pense notamment, plus globalement, à la question de la spiritualité, dans laquelle je pourrais englober ces expériences. Il n'y a pas forcément beaucoup de thérapeutes qui ont envie de travailler ces aspects-là, et pourtant ça peut faire tout à fait partie des besoins de la vie de l'individu. Là, malheureusement, justement, on a fait un livre très pédagogique. On a fait un livre pour qu'un professionnel de santé, une personne qui vit ça ou un étudiant, ils lisent le cas, ça bouleverse, c'est très chargé, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a des objets qui bougent, etc. Et on pose des questions, on dit, bah alors, à votre avis, il se joue quoi? Comment vous feriez par rapport à ça? Et donc, on invite les gens à réfléchir. Et puis ensuite, nous, on propose une analyse, une interprétation qui peut être tout à fait pas exhaustive et pas la meilleure. Et voilà, on invite plus globalement la communauté de tous, hein, vraiment c'est participatif, à réfléchir à comment, en tant que société, on va peut-être évoluer dans notre façon d'accueillir ces expériences. Merci beaucoup. Ben, merci à vous.